Bonjour et bienvenue dans Cinéma sans frontières. Aujourd'hui, un cinéma sans frontières consacré à zone d'intérêt avec une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié et je la remercie vivement de participer à cette nouvelle aventure. C'est Sophie Rosenzweig. Chère Sophie, bonjour, bienvenue dans Cinéma sans frontières. Bonjour. Et nous allons parler de La zone d'intérêt de Jonathan Glaser, car c'est un film qui parle d'une question euh, qui reste toujours d'actualité, quel que soit le nombre d'années qui se soient écoulées depuis la terrible et tragique extermination des Juifs, des Tziganes et la politique de la solution finale engagée par le régime nazi. Alors, La zone d'intérêt, c'est l'adaptation d'un livre de Martin Amis, mais dans cette adaptation, Jonathan Glaser et son scénariste ont pris un certain nombre de libertés. Il y avait un côté plus satirique, si on veut, du chef de camp, qui ne s'appelait pas dans le livre Rudolf Höss, mais là, il a remis l'église, si je puis dire, au milieu du village, c'est-à-dire il a appelé un chat, et Rudolf Höss, qui était le chef du camp d'Auschwitz. Absolument. Alors, je voudrais bien prendre ta première réaction sur le film. Alors, j'ai trouvé ce film extrêmement intéressant parce qu'il montre l'innommable et au quotidien. C'est-à-dire qu'on voit une famille allemande, nazie, vivre à côté du camp, puisque le mur est mitoyen, et la famille fait comme si de rien n'était. Alors, ils ne font pas en fait comme si de rien n'était. Ils savent qu'il y a puisqu'il y a des prisonniers qui travaillent dans la maison, et que le camp est absolument présent dans chaque image de manière presque en filigrane, je dirais. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont créé une vie dite normale dans un endroit anormal. Et je me posais la question de savoir pendant tout le film qui à un moment allait craquer. Et en fait, quand on voit le film, c'est la maman qui craque. C'est la belle-mère du commandant. La maman d'Edwige qui craque et qui ne dit rien mais qui part. Oui. Et donc là, on se rend compte que les gens savaient, les gens voyaient, les gens faisaient comme s'ils ne voyaient pas, ou menaient une vie presque normale dans un endroit où ils avaient beaucoup d'avantages, puisqu'on voit qu'ils se servent, elle essaye les manteaux de fourrure, elle prend les bijoux, il y a un côté rapiat absolument insupportable, et tout ça dans la bonne conscience nazie, vraiment. Alors, pour d'abord expliquer le titre, la zone d'intérêt, moi je ne le savais pas avant d'avoir vu le film, c'est une zone d'un rayon de 40 km autour du camp d'Auschwitz. Absolument. Je ne sais pas si on utilisait aussi ce terme de zone d'intérêt pour les autres camps de concentration et d'extermination, mais en tout cas, le sujet c'est Auschwitz. Donc, et c'est un territoire, au fond, qui est en devenir, pour reprendre cette terrible et affreuse expression des nazis et des SS, notamment dans l'application de la solution finale, c'est un espace où le processus en devenir, c'est celui de la transformation de ce territoire en Judenfrei, oui, c'est-à-dire en libéré Juifs, oui, de toute présence juive. Et c'est malheureux que l'on extermine de façon quasi systématique et 24 heures sur 24. Et comme tu l'as dit très justement, ce film est formidable parce que d'abord il y a un travail de son. Il a obtenu l'Oscar du meilleur son aussi, ce film, puisque on ne montre pas l'extermination ou les mauvais traitements faits aux Juifs, ou par de façon indirecte à travers les domestiques qui servent dans la maison de ce chef de camp et qui sont parfois menacés. Mais on voit quand même une scène extrêmement intéressante qui est la scène des fours. Quand il commande les fours crématoires. Oui, quand il y a des ingénieurs de Berlin qui viennent lui expliquer, donc à Rudolf Höss, comment ils peuvent être efficaces. Et il faut savoir que Rudolf Höss est responsable de la mort de 700 000 juifs hongrois. Ouais. Et ces ingénieurs nazis sont venus proposer des fours. Et il y en a eu 52 à Auschwitz de fours. On tuait plus de 4700 personnes par jour.
Et c'est ce plan-là qu'on voit, l'arrivée des fours. Les plans. Et qu'il accepte, voilà. et il sera décoré pour ça. Oui. Il va à un moment à Berlin parce qu'il a tué 700 000 juifs hongrois. Donc, comment on peut imaginer quelqu'un qui vient dire, voilà, j'ai des fours à vendre où on va brûler des gens, et sans que ça fasse broncher les autres autour. C'est quand même assez surréaliste comme scène. Et en fait, ils prennent un papier et un crayon pour faire le calcul en disant, bon, si ça fait 4756 personnes, ça fait combien par mois, quelle est la rentabilité de la chose? La scène est surréaliste. Et elle est vraie. Et rappelons que c'est ce qu'on appelait à l'époque dans le jargon des nazis les fours multiples, c'est-à-dire que quand un four est mis hors d'activité pour nettoyage, pour entretien, eh bien c'est les autres qui fonctionnent. Ce qui fait que 24 heures sur 24, ces fours fonctionnent. Voilà. Mais cette scène n'avait jamais été tournée au cinéma. Enfin, moi, j'ai pas de souvenir d'avoir vu comment on a installé les fours à Auschwitz. Sauf dans des documentaires, mais c'est la première fois dans un film de fiction. Et là, on en parle. L'Allemand vient avec les plans, en disant voilà, regardez, ça marche comme ça, et comme s'il vendait une machine à coudre quand même. Oui. Et alors, donc, il y a aussi suggéré, en dehors du son, on entend des coups de feu, mais atténués par la distance. On entend des cris de malheureux suppliciés ou frappés de façon arbitraire par le terrorisme et le climat de terreur qu'appliquaient les SS. On entend aussi le bruit de locomotives qui viennent livrer leur cargaison d'êtres humains dont la plupart seront exterminés et les autres seront exploités dans des conditions abjectes. Et puis on entend le bruit des locomotives qui repartent à vide avant de revenir de nouveau remplis de cargaisons humaines. Et il manque quelque chose en son. C'est-à-dire? Il manque les orchestres. Oui. Parce qu'il y avait 6 orchestres à Auschwitz et ils étaient près de la porte. Or, la maison était située près de l'entrée. Et pendant tout le film, je me suis demandé quand est-ce qu'on va entendre la musique. Or, elle n'est pas là. J'ai oublié de dire en introduction que tu es, mais ça, ceux qui nous suivent le savent, que tu es journaliste à Arte, que tu as fait beaucoup de périples ou de voyages à Auschwitz et que tu as fait un certain nombre d'enquêtes et de documentaires sur cette horreur et cet enfer d'Auschwitz. Et je me suis posé la question parce qu'il ne peut pas ne pas le savoir qu'il y avait des orchestres à Auschwitz. Parce qu'à un moment, dans le film, il évoque le Canada, que les vêtements viennent du Canada, et sans préciser d'où ça vient. C'est évidemment pas le pays. Ouais. Le Canada, c'était la réserve qui était pour les orchestres féminins. Et c'est là où elles avaient les vêtements. Et d'ailleurs, elles trient les vêtements, les femmes, quand elles parlent du Canada. Donc il savait qu'il y avait un orchestre. Pourquoi il n'a pas utilisé les orchestres dans le son? Je me suis posé la question, moi, pendant tout le film. Oui, on pourra lui poser quand on aura la chance de pouvoir. Oui, non, mais je me suis dit, parce qu'il connaît évidemment très très bien le sujet. Mais je pense que c'est un parti pris bien délibéré. Bien sûr, il y a une volonté. Pour qu'il n'y ait aucun élément de fiction qui atténue la dureté de l'univers. Je pense que c'est ça qu'il a voulu montrer, c'est que c'était violent et que la musique ne pouvait pas adoucir les mœurs. Et alors, sur le plan esthétique, le parti pris, c'est d'avoir une esthétique qui soit tout sauf séduisante et qui nous maintienne à distance pour mieux nous placer au cœur de l'horreur, à mon avis. Il y a une lumière qui est pâle, c'est-à-dire que on ne voit pratiquement que la maison et le mur qui sépare la maison du reste du camp. Et le jardin potager. Et le jardin potager et la piscine. Oui. Bref, comme un paradis selon une vision petite et moyenne bourgeoise. Oui. Un peu, il y avait cette vision dans les temps modernes de Charlie Chaplin, où mon oncle... Comment on imagine une piscine à Auschwitz alors que les enfants étaient tués dès leur arrivée en descendant du train et que ces enfants à lui se baignaient dans la piscine. Ouais. C'est surréaliste quand même. Mais c'est l'horreur absolue de cette réalité. On va jusqu'à là. Oui. Et on voit aussi les fumées des fours, une fois, et les fumées des locomotives qui vont et qui viennent. Et ça, c'est les seules accroches visuelles et sonores à la réalité de l'abjection, de l'extermination des Juifs. Alors, cet univers qui semble un paradis pour petits bourgeois, si on fait abstraction de la tragédie humaine qui se joue de l'autre côté du mur. Et c'est absolument incroyable de voir que
eh bien, il y a une espèce de... Ce paradis sert de justificatif à un déni de réalité, c'est-à-dire on essaie de faire comme si, alors qu'on le sait très bien que ça existe, comme si il n'y avait pas Je l'extermination. ne crois pas que ce soit un déni de réalité. Je crois que c'est pire que ça. C'était, on s'approprie la réalité en disant on est les plus forts. Les autres n'existent pas. Je ne suis pas du tout sûre qu'il soit dans le déni. Elle sait très bien, Hedwig, d'où viennent les vêtements, le manteau de fourrure. Elle sait très bien à qui il appartient, Oui. à qui il appartenait. Euh, tout ça, on n'est pas dans le déni. On est dans... on est plus fort, ces gens n'existent pas, on prend ce qu'il y a à prendre, on se sert, on est dans la prédation, on n'est pas dans le déni. C'est bien plus grave pour moi. Ils ne font pas comme si ça n'existait pas. C'est on a gagné, ces juifs ne doivent pas être là, tout ce qui est à eux nous appartient, et c'est tout. Ou s'ils sont là, ils doivent l'être de façon très temporaire jusqu'à ce qu'on les fasse trépasser. Absolument, ils les utilisent. D'ailleurs, les prisonniers sont utilisés de manière, sous une forme d'esclavage. Donc c'est très clair. Alors le terme déni, tu le renies, si je puis dire, mais tu seras peut-être d'accord avec moi pour dire que c'est une réalité filtrée. De cette réalité, on veut retenir que son côté idéal d'un monde débarrassé, entre guillemets débarrassé, de toute présence juive, de toute race inférieure, en quelque sorte, et qu'il y a cette espèce de cynisme absolument incroyable. Alors, je voudrais te poser une question, parce que moi je trouve que, évidemment, le sujet principal du film, c'est l'extermination des gens qui étaient, enfin, qui sont la cible de cette vision nazie, c'est-à-dire les Juifs. À Auschwitz, je sais pas, je pense qu'il y a aussi eu des Tziganes. Il y a eu des Tziganes, il y a eu des Polonais, il y a eu des communistes. Oui. Des Russes aussi qui ont dû être là. Moi, je trouve que il y a deux personnages secondaires dans le film, et qui occupent un peu chacun une partie, par alternance du centre de l'action. C'est le commandant lui-même, Rudolf Höss, qui lui incarne à mes yeux en tout cas la banalité du mal, c'est-à-dire il fait un truc, il fait une action absolument abjecte, criminelle, barbare, tout ce qu'on voudra, mais en ne voyant que le côté quota à remplir pour être bien vu du régime nazi en place, du pouvoir en place. Et il y a le côté de son épouse, cette part, je dirais, d'inhumanité dont la condition humaine est porteuse et capable aussi. Elle, tu as évoqué la scène de la fourrure, qui est une des scènes qui m'a le plus frappé dans le film, parce qu'elle récupère comme cadeau d'ailleurs de son mari une fourrure qui visiblement est le fruit d'un pillage, d'une expropriation d'une personne, qui a oublié son rouge à lèvres dans la poche. Et elle en profite sans aucun autre état d'âme pour se mettre ce rouge à lèvres sur ces lèvres-là. Et on voit toute la profondeur de cette vision abjecte de ce que peut être la petite bourgeoisie parvenue. C'est-à-dire, enfin, ils sont parvenus. Et elle pense que c'est un paradis. C'est pour ça qu'elle ne veut pas que son mari bénéficie d'une promotion. En tout cas, elle ne veut pas quitter, elle veut rester dans sa villa, même si son mari est promu pour aller à Berlin. Oui, mais elle ne veut pas y aller, elle ne veut pas perdre ce paradis. Et tous les avantages qui vont avec, surtout. Et en même temps, il y a cette scène qui est aussi terrible quand il emmène les enfants près de l'eau, la rivière, et il y a une mâchoire humaine qu'on découvre. Et donc tout de suite, il veut les mettre à l'abri. C'est-à-dire, nous, on extermine pour que nos enfants n'aient jamais connaissance qu'il a fallu passer par là. Et pour que, soi-disant, construire un paradis artificiel, barbare et inhumain. Oui. Et en même temps, les enfants ne pouvaient pas ne pas voir. Et au fond, le personnage le moins inhumain dans cet univers, ce triste univers, c'est la belle-mère de Rudolf Höss et la maman de la femme de Rudolf Höss, parce qu'elle ne dit rien. Alors, elle dit au début, quel paradis, que c'est merveilleux, oui. Elle est tellement contente, elle essaye les chambres, le lit, elle trouve ça, elle est au Club Med, quoi, en gros, oui. Elle arrive au Club Med, et c'est la seule personne, pendant tout le film, qui regarde par la fenêtre.
personne ne regarde par la fenêtre. Les fenêtres ne sont pas fermées. Donc, fatalement, au premier étage, on voit ce qui se passe dans le camp. Personne ne regarde jamais par la fenêtre, sauf la maman d'Edwig. Et le jour où elle regarde, elle part. Oui, donc elle Elle ne prend peut pas conscience continuer à faire comme si de rien et elle ne n'était. veut pas valider ce que fait sa fille et ce que fait son... Elle ne veut pas valider plus avant, quoi. Oui. Mais c'est-à-dire elle a déjà validé un certain nombre de Mhm. choses, mais on veut bien qu'il soit exterminé, mais on ne veut pas voir comment il s'extermine. On veut bien Mhm. manger de la viande, mais on ne veut pas vivre au Mhm, quotidien absolument. dans un abattoir, quoi. Voilà. Absolument. C'est terrible et ça nous renvoie évidemment à nos propres contradictions, quoi, Absolument. d'être humain. Évidemment qu'ils ne sont pas aussi tragiques, mais Heureusement. voilà, heureusement. Et puis, il y a par contre, je trouve qu'il y a une ou deux fois des scènes qui sont en noir et blanc ou en. Alors là, Moi, l'utilisation je de trouve que c'est la un peu caméra faible, thermique, il a personnellement. utilisé une caméra thermique. Moi, Ouais. je me suis... Alors, en fait, c'est une résistante. Il voulait marquer le fait qu'une résistante essayait de sortir du camp. Ça, je comprends. J'ai pas très bien compris. Quand j'ai vu le film, j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. C'est pour ne pas montrer en direct ce qu'ils subissent, etc., puisqu'il s'agit. Mais on On comprend peut pas. pas Enfin, montrer moi, j'ai l'immontrable. pas très bien compris l'intérêt de l'utilisation de cette caméra thermique qui fait comme si c'était tourné en négatif. Ouais. J'ai pas compris. Mais bon, il y a certainement une volonté claire De la part du réalisateur. oui, du réalisateur qui a voulu faire quelque chose. Et alors, j'ai dit, c'est par dire que tu étais journaliste à Arte, mais tu es aussi la sœur de ton frère, de ton défunt frère, malheureusement, Luc Rosenzweig, qui a été journaliste au Monde et qui a même été rédacteur en chef du Monde. C'était un grand journaliste. Et qui avait couvert, c'est pas directement Auschwitz, enfin, Non, ça c'est se Barbie. Le procès Barbie. au procès Barbie à Lyon. Oui, absolument. Et là, il avait écrit un article dont le titre était extraordinaire. Oui, il avait rencontré, lors du procès Barbie, la fille de Klaus Barbie, qui était là. Par hasard, Par au bistrot hasard, en oui. face du palais de justice. Et ils avaient échangé. Et il faut savoir que moi, mon père avait été, en tant que résistant communiste, juif communiste, enfermé au fort Montluc, là où était Klaus Barbie. Donc, dans notre famille, Klaus Barbie veut dire quelque chose. Et mon frère s'est retrouvé face à cette jeune femme, enfin cette femme qui n'était pas jeune à l'époque, elle avait 40 ans. Et elle savait que son père était un monstre, mais elle disait, mon père me caressait les cheveux quand j'étais sur ses genoux. Ce qui est vrai. C'était un monstre, mais il me caressait les cheveux. Quand elle était gamine. Quand elle était petite fille, oui, bien sûr. Mais elle savait que son père était effectivement un être qui avait fait ce qu'il avait fait. Donc c'était terrible. Mais c'est une confrontation qui est incroyable, mais extrêmement forte, évidemment. Et qui renvoie justement à tout ce sale et vilain paradoxe humain, banalité du mal, puisqu'on prétend obéir à des ordres. Finalement, Rudolf Höss ne fait pas d'excès de zèle, il se contente d'obéir et de respecter les ordres et les objectifs qui lui sont fixés. Et il caressait les cheveux de ses enfants le soir. Oui, il les mettait même à l'abri de la vision de mâchoire humaine. C'est exactement ça. On pouvait voir dans la rivière. Et peut-être que il y a cette très belle formule qui dit pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Eh bien, c'est à la fois le bruit des bottes que ce film dénonce et le silence des pantoufles à travers le cynisme absolu, notamment de l'épouse qui est formidablement bien jouée par Sandra Hüller, qui est aussi l'actrice principale de l'Anatomie d'une chute de Justine Triet. Mais ces multiples facettes de l'inhumanité barbare, banalité du mal d'un côté et dépouillement de tout vestige ou reste d'humanité. Mais ce qui est terrible, c'est que ce commandant, qui est quand même responsable d'une partie de la solution finale, n'a pas conscience de la solution finale. Il fait juste ce qu'on lui a demandé de faire. Oui, enfin, il se contente de ne regarder que cet aspect. Je ne suis pas sûr qu'il n'en ait pas conscience. Il en a conscience, mais enfin, il obéit aux ordres. Et d'ailleurs, pour Nuremberg, ils diront
on a obéi aux ordres. Et Eichmann dira ça au Oui, procès bien sûr. En Israël en 1961. Oui. Alors, moi je trouve que ce personnage de l'épouse est encore plus hideux, si on veut que, si c'est possible, ce qui est difficile, que le personnage du commandant en chef, parce que c'est Oh, il cette se valent, hein. Franchement, petite bourgeoisie dans la monstruosité, il se valent. qui, Entre elle, le marteau de fourrure, voilà. et lui, les fours, il dit oui, oui, ça, 52 fours, c'est Elle, bien. elle s'accroche C'est à peu près, à ça se vaut quand ce même. paradis artificiel. quoi. Dans l'abominable, il se valent Et vraiment. oui. Je voudrais qu'on termine, et je demanderai après de dire le mot de la fin, sur l'actualité de ce film. Je pense que, parce qu'il y a d'un côté, il y a ceux qui disent oui, c'est du réchauffé, notamment ceux qui disent vos mémoires, vos pleurs mémoriels ont de la valeur pour vous, mais nous avons connu d'autres souffrances, d'autres tragédies. Je pense qu'il y a une universalité, pour ma part, et que toutes les lois mémorielles, du moment qu'elles dénoncent le piétinement de la condition humaine, sont valables et restent actuelles. Alors moi, je ne suis pas un croyant, je suis agnostique, mais je pense que la responsabilité qu'on a tous et toutes, et pour commencer par ceux qui sont les arrière-petits-enfants et les petits-enfants des victimes de la Shoah, c'est de faire en sorte que toujours, partout, sans exception, on dénonce l'inhumanité et l'indifférence, au fond. Toi, tu n'as pas aimé le terme déni, mais disons une indifférence calculée, intéressée, par rapport à la souffrance humaine et à la dignité humaine. Tout à fait. La barbarie reste la barbarie. Eh ben, je te demande de bien vouloir dire le mot de la fin. Après la barbarie, reste la barbarie, toujours et partout. Oui. Eh bien, écoute, chère Sophie, je te remercie et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres conversations dans le cadre de ce nouveau rendez-vous qu'on propose de Cinéma sans frontières. Avec grand plaisir, cher Farouk. Merci, Sophie. De rien, merci. À bientôt.